Bonjour, alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter ma sélection de 10 jeux de rôle qui valent vraiment le coup d'œil et qui sortent un petit peu des grosses licences habituelles qu'on voit un petit peu partout. Parce que c'est vrai que si comme moi, vous n'êtes pas un grand fan des univers Heroic Fantasy à la Donjons et Dragons et que des jeux comme l'Appel de Cthulhu vous ont pas trop attiré non plus, oui je sais, là je suis un peu chiant quand même, bah mine de rien, c'est un petit peu plus dur de trouver son bonheur, même si l'offre de jeux de rôle s'est vraiment étoffée ces dernières années. Et je vais pas non plus parler des grosses licences que j'adore, comme Alien, Deadlands, Tales from the Loop, Vampire, etc. Parce que vous n'avez pas besoin de moi et de ma minuscule chaîne YouTube pour savoir que ces licences existent. Ah, et juste avant de commencer, vous pouvez trouver en description de la vidéo un lien vers des aides de jeu que j'ai préparées pour la plupart des jeux dont je vais vous parler. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse en tant que futur maître du jeu. Allez, on y va. Et on commence tout de suite cette sélection par un jeu un peu particulier, c'est Cthulhu Confidential. Alors la première originalité de ce jeu, c'est qu'il baigne dans une ambiance polar noire qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans un jeu estampillé Cthulhu en tout cas. Dans le livre de base, vous avez 3 scénarios détaillés, scène par scène, un peu façon bac à sable, où vous allez incarner l'archétype classique du détective privé désabusé dans le premier scénario. Dans le deuxième, vous serez plutôt une femme journaliste et un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale noir américain pour la dernière histoire. Il y a des rebondissements, il y a ce qu'il faut de clichés pour se mettre dans l'ambiance, mais aussi pas mal de surprises, avec un mythe de Cthulhu présent en arrière-plan et bien géré. Moi franchement, j'ai vraiment beaucoup accroché à ces 3 histoires, et j'ai une petite préférence pour celle de Langston, le vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'insiste un peu sur le fait qu'on incarne une femme et un noir américain, parce que le jeu met pas mal l'accent sur le sexisme et le racisme dans les États-Unis des années 30, 40, 50 en gros. Alors on peut très bien moduler cet aspect-là du jeu si on est un peu mal à l'aise avec ce genre de sujet. D'ailleurs le jeu propose plusieurs niveaux de réalisme sur certaines scènes un peu difficiles, mais en tout cas ça fait partie de la proposition de base du jeu. On est en tout cas sur un pur jeu d'enquête avec tous les attendus du genre pour résoudre une affaire, à savoir la récolte d'indices, l'interrogatoire de suspects, etc., etc. Mais il y a un truc que je vous ai pas encore dit et qui va clairement pas plaire à tout le monde, le jeu se joue exclusivement à deux, le meneur ou la meneuse d'un côté et le joueur ou la joueuse de l'autre. Ça justifie assez bien, je trouve, dans un polar d'avoir un joueur solitaire qui traîne son spleen tout au long de l'aventure, mais c'est clair que c'est pas fait pour tout le monde et il y a pas mal de joueurs et joueuses qui vont pas aimer devoir interagir avec personne si ce n'est le MJ. Ah, et aussi un autre point qui peut être un frein, le jeu est exclusivement en anglais. Alors c'est pas un anglais qui est extrêmement difficile, mais il y a quand même quelques mots ou expressions qui peuvent être un peu techniques ou un peu datés. Après, avec un dictionnaire à côté, ça va le faire, hein. J'y suis arrivé, donc je vous assure vous pouvez le faire. Et dernier point avant qu'on passe au jeu suivant, si vous cherchez de l'actual play, il y a quasiment rien, en tout cas en français. Il y a bien une chaîne YouTube qui en fait, mais j'ai pas regardé donc je peux rien vous en dire. Alors je profite de ce magnifique arrêt sur image pour vous rappeler que les liens de tous les actual plays, les sites, etc. dont je vais vous parler pendant cette vidéo sont en lien en description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Par contre, il y a un podcast audio créé par Jean-Michel Abrassard, qui est à la base une figure du mouvement sceptique francophone, donc rien à voir avec la choucroute, mais c'est aussi un grand amateur de jeux de rôle. Et là, pour le coup, j'ai écouté, et c'est vraiment super, ça suit très bien, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis un lien en description vers un Google Drive où vous pouvez avoir pas mal d'aides de jeu, notamment pour les aventures 1 et 3. Donc là, bah, vous voyez, pas mal de documents à consulter. Je vous en montrerai un par exemple, c'est des portraits de PNJ que j'ai fait sur à peu près tous les PNJ qu'on peut rencontrer pendant l'aventure. Je vous en montre pas plus pour pas trop vous spoiler, mais voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. Alors pour ce deuxième jeu, on est vraiment sur du lourd parce qu'on va parler des engagés. Alors les engagés, c'est une enquête policière contemporaine, avec un soupçon de mythe de Toulouse, mais on y reviendra, et écrite par Tristan Lhomme. Alors là, on est, à mon avis, sur ce qui se fait de mieux en termes d'enquête pure, que ce soit sur la récolte d'indices, l'interrogatoire des suspects, ou les analyses sur le terrain ou en laboratoire, par exemple. Et d'ailleurs, le jeu est sorti en boutique en avril 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et il est pourtant déjà culte pour beaucoup de monde. Alors les joueurs vont y incarner des gendarmes de la région bordelaise dans les années 2013, ce qui est déjà un cadre assez peu commun pour des jeux de rôle du commerce en tout cas. Et vous êtes appelé un matin de mai pour un incendie apparemment criminel qui a fait 2 victimes.
Voilà, j'en dirai pas plus sur l'histoire, mais en tout cas, soyez prévenus, ça va être long, ça va être grand, ça va être dur. C'est vraiment une énorme campagne avec plus de 90 aides de jeu, ça va des portraits de PNJ jusqu'aux demandes d'analyse, que ce soit des relevés téléphoniques, des analyses ADN, etc. En passant par des courriers, des photos et plein d'autres choses. J'en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais en tout cas, si vous connaissez pas encore les encagés, vous êtes clairement pas prêts. Alors on est ici sur de la vraie enquête policière, entre guillemets. On va pas vous tenir par la main avec un petit lancer de dés trouvé objet caché. Oui, c'est à toi que je pense. Qui va vous donner le bon indice pour accéder à la scène suivante et ainsi de suite. Non, là les joueurs vont vraiment devoir sortir le tableau de liège avec les fameux petits fils rouges qui connectent les indices. Et si vous n'avez pas de tableau de liège sous la main, vous pourrez toujours utiliser le site Miro, qui est du coup un tableau blanc interactif et qui propose vachement d'outils sympas, qui peut être super pratique si vous jouez en ligne par exemple. Là vous voyez, j'ai fait un test un peu à l'arrache pour vous montrer ce qu'on peut faire, mais vraiment si on y passe du temps, on peut vraiment faire des choses très très cool. Et ils vont mettre les mains dans le cambouis pour résoudre l'affaire pour de vrai. Et ça sera pas juste un vernis d'enquête dans ce qui serait une histoire d'aventure au fond. Ce qui est très bien, attention, hein, je critique pas. Mais du coup, il faudrait pas appeler ça une enquête parce que ça va créer des frustrations sur des gens qui attendent quelque chose qu'ils vont pas avoir. Alors le mythe de Cthulhu est en fait très en retrait dans l'histoire, à tel point qu'on peut carrément s'en passer. C'est ce que j'ai moi-même fait dans ma propre partie, et ça marche très bien, l'histoire ne perd pas du tout en cohérence. Alors par contre, il y a plusieurs points dont il faut avoir conscience avant de se lancer dans cette histoire pour pas être trop déçu ou frustré. Bon, déjà, pour l'évidence, c'est clairement une histoire qui est assez adulte dans son rapport à la violence ou à d'autres sujets sensibles comme ça, donc c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Mais même au-delà de cet aspect-là, le jeu reste quand même assez difficile d'accès pour les débutants, que ce soit côté meneur ou côté joueur d'ailleurs. Alors c'est peut-être moi qui suis pas bien malin, attention. Ce qui est une hypothèse à ne pas négliger quand même. Mais franchement, à la première lecture, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre exactement qui était qui, les tenants et les aboutissants de toute l'histoire, et il m'a fallu au final 3 bonnes lectures complètes pour bien comprendre toute la complexité du scénario. Et puis quand vous serez en partie, ça va vraiment demander une organisation extrêmement carrée de la part du MJ pour pas être perdu dans la dizaine d'infos qu'il a à traiter en même temps, entre les demandes d'analyse, les différents PNJ à amener au bon moment, les événements qui se passent en parallèle de l'histoire. Bon, c'est clairement pas un jeu qui est fait pour les débutants, même si comme d'habitude, si vous êtes vraiment motivé, rien n'est impossible. Et puis pour les joueurs aussi, ça va demander quand même pas mal d'investissement, ne serait-ce déjà que niveau réflexion, parce qu'encore une fois, l'enquête sera pas du tout prémâchée, et puis aussi niveau temps, on est sur un minimum de 30 heures pour la campagne de base, sans compter les scénarios additionnels qui vont encore plus enrichir l'expérience. Et pour finir, le dernier point qu'il faudra quand même prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui il est assez difficile à trouver en boutique en tout cas. Alors il reste bien quelques boîtes par-ci par-là, mais ça reste quand même assez rare. Même s'il devrait y avoir un réassort dans pas très longtemps, parce qu'il y a une campagne de financement participatif qui vient de se terminer et qui devrait du coup amener des nouvelles boîtes en boutique. Mais si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez toujours prendre la version numérique où pour la modique somme de 49,90 €, vous avez le livre de base avec les règles, toute l'histoire, toutes les aides de jeu et aussi la version numérique de l'agenda du meneur, ce qui est très pratique pour éviter de se perdre comme je disais juste avant. Et plein d'autres choses encore, donc n'hésitez pas à aller voir en description, j'ai mis le lien si ça vous intéresse. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer aux encagés. Alors pour ce qui est de l'actual play, il n'y a quasiment rien à se mettre sous la dent, si ce n'est une belle série de vidéos de la chaîne Time to Roll sur YouTube. J'ai pas encore regardé, mais ça a l'air hyper qualitatif et les vidéos tombent régulièrement, donc c'est à voir si vraiment vous cherchez de l'actual play. Et comme pour Cthulhu Confidential, j'ai mis les aides de jeu sur le Google Drive. Là, par exemple, vous voyez le discours d'introduction que je dis aux joueurs pour les mettre dans l'ambiance. J'ai fait aussi un état civil pour chaque PNJ que les joueurs sont censés croiser dans l'histoire. Et encore plein d'autres choses, hein, donc vous pouvez aller regarder ça si ça vous intéresse. Alors pour ce troisième jeu, on est toujours sur de la grosse enquête en mode campagne, mais cette fois on va aller aussi sur le terrain de l'horreur. Je veux parler de l'héritage Greenberg. À la base, c'est une campagne écrite par Mehdi Sami dans un hors-série de Casus Belli de 1998 où on va incarner les incorruptibles du FBI en Louisiane. Tout un programme. Et en 2019, il est ressorti une version Director's Cut avec plus de contenu, des aides de jeu supplémentaires, des scénarios additionnels et surtout une fin complètement retravaillée parce qu'elle avait dû être bâclée à l'époque
pour pouvoir rentrer dans le format Casus Belli. Bon voilà, ça c'était pour la petite histoire, mais maintenant de quoi ça parle l'héritage Lindbergh? Eh bien vous êtes des bleus du FBI, tout juste sortis de l'académie de Quantico, et pour votre première mission, vous allez être envoyé en filature d'un jeune sénateur ambitieux de l'État de Washington, et juste après ça, vous allez être parachuté dans l'État de Louisiane, dans un petit commissariat de quartier avec des flics hauts en couleur, et avec ces bayous plutôt hostiles, on va dire. Et comme pour les engagés, on est ici sur une très grosse campagne avec 6 scénarios à suivre qui vont former un fil rouge global, dont 2 facultatifs qui ont été rajoutés dans la version de 2019 d'ailleurs, avec de multiples rebondissements et qui va vous prendre une bonne vingtaine d'heures au minimum. Bon, vous l'avez compris, on est encore sur une très grosse enquête policière, même si c'est certainement moins poussé que les engagés, mais en même temps c'est normal, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché à ce niveau-là en tout cas. Et on est sur une histoire qui flirte beaucoup plus avec l'horreur et le paranormal au sens large. Je veux pas trop dévoiler l'histoire et vous gâcher la surprise, mais il y a vraiment des moments de tension et des moments qui font vraiment flipper. Et on est mine de rien sur une campagne assez culte dans le milieu du jeu de rôle francophone en tout cas, et le jeu arrive très bien à alterner les moments de tension, des moments d'enquête un peu plus posés, ou les moments qui font peur. Et c'est vrai que la gestion du rythme a vraiment été bien pensée, et c'est clairement écrit dans le bouquin, tout a été fait pour ne laisser aucun répit aux joueurs, donc vous êtes prévenus. Bon, avec tout ça, inutile de dire que le jeu est clairement destiné à un public adulte, avec des thèmes parfois un peu durs, donc une petite session zéro pour dire ensemble quelles sont les limites à ne pas dépasser, c'est pas trop. D'une manière générale, le jeu va quand même demander pas mal de temps de préparation pour l'OMJ, bon, plus ou moins bien sûr selon son degré de perfectionnisme, mais que ce soit pour l'histoire qui est assez touffue, pour le contexte à apprendre pour pouvoir improviser en partie, ou pour créer des aides de jeu. D'ailleurs, à ce propos, je m'en ai mis quelques-unes sur le Google Drive comme pour les jeux précédents, donc n'hésitez pas, vous pouvez jeter un œil si ça vous intéresse. Bref, il y a de quoi s'amuser et d'y passer pas mal de temps de préparation, si on aime ça bien sûr. Pour ce qui est des actual plays, il y a vraiment pas mal de choses qui traînent sur les internets, mais clairement la version la plus aboutie, c'est la série de vidéos de la chaîne Roll & Play avec une partie autour d'une table et des moyens studio qui sont largement supérieurs à la plupart des autres chaînes YouTube du genre. Le MJ Julien Dutel est excellent, les joueurs sont investis et impliqués à 100%, donc vraiment si vous voulez en regarder un, c'est celui-là. D'ailleurs, en parlant de Roll & Play, ils ont actuellement un financement participatif qui doit se finir là dans les prochains jours et qui leur permet de financer leur prochaine saison pour leur jeu de rôle maison. Et un des donation goals, c'est justement de poursuivre cet actual play, donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Quatrième jeu de la sélection, et là on va définitivement basculer dans l'ambiance mystérieuse et inquiétante des jeux d'horreur. Je veux parler de Channel Fear. Alors Channel Fear, c'est un serial, on va revenir sur ce que ça veut dire juste après. Créé par l'excellent Anthony Comprexel, alias Ino pour son petit nom d'internet. Et d'ailleurs, on reparlera de Ino un petit peu plus tard dans la sélection, parce qu'il a vraiment fait beaucoup de jeux assez fantastiques. Mais du coup, pour revenir à Channel Fear, ça parle de quoi? Durant 5 saisons, Sparks, une obscure chaîne du câble américain, diffuse chaque vendredi soir Channel Fear, une émission télé suivant les enquêtes de spécialistes du paranormal. Quelques mois après la mystérieuse disparition de toute l'équipe, de nombreuses bandes d'épisodes non diffusés à la télévision furent retrouvées. Voici leur histoire. Dans Channel Fear, les joueurs incarnent donc une équipe de reporters enquêteurs qui travaillent pour une émission spécialisée dans le paranormal. Vous sillonnez les États-Unis à bord de votre van pour réaliser des reportages sur les légendes urbaines, les faits divers inexpliqués, les possessions démoniaques et d'autres joyeusetés encore. Alors du coup, le format serial, du coup, c'est quoi? C'est une série de courts scénarios, environ 1 à 2 heures, qui sont tous indépendants entre eux, mais qui constituent quand même un fil rouge et créent une espèce d'histoire globale. Vous pouvez jouer les 10 épisodes au total dans n'importe quel ordre, donc c'est vraiment un jeu qui est très facile à sortir en soirée, d'autant plus que les règles s'apprennent en quelques minutes. Allez, pour le plaisir, je vous donne le pitch de quelques épisodes que j'aime bien. Les enquêteurs de Channel Fear arrivent dans une ville victime de déménagements massifs d'habitants épuisés. Nuit après nuit, tous font le même cauchemar, où ils meurent assassinés. Contacté à de multiples reprises par un illuminé prétendant pouvoir prouver l'existence de reptiliens, Channel Fear n'a jamais pris ses divagations au sérieux, jusqu'à ce que son corps soit retrouvé criblé de morsures venimeuses dans les égouts de New York. Le temps d'un plein, l'équipe de Channel Fear s'arrête dans une station-service en pleine nuit.
Lorsqu'ils repartent, la route les mène à la même station qu'ils viennent pourtant de quitter, prisonniers d'une boucle sans fin. Mais pas seuls. Alors du côté de l'actual play, il y a beaucoup de choses sur YouTube, par exemple sur l'excellente chaîne Globy Game qui reprend le premier épisode que je vous ai pitché tout à l'heure. Et aussi par exemple, on a sur la non moins excellente chaîne Jeudi GDR 2 épisodes qui proposent une réalisation assez originale en caméra subjective du MJ, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Pour ce cinquième et dernier jeu de la première partie de la sélection, oui parce que la vidéo est déjà bien assez longue comme ça, on va se détendre avec un jeu bien plus mignon, même si la vie des PJ ne va clairement pas être facile, je veux parler de Mouse Ritter. Alors dans Mouse Ritter, les joueurs vont incarner des petites souris intrépides qui vont vivre des grandes aventures dans un monde sacrément hostile mine de rien. C'est un jeu d'inspiration old school, et qui dit jeu old school dit tables aléatoires en pagaille, que ce soit pour les noms des souris, les loots d'objets, les ennemis, voire carrément des donjons entiers avec ses pièges, ses ennemis et même ses trésors. Alors quand on entend jeu old school, on s'imagine aussi que les PJ vont avoir la vie dure et qu'ils vont mourir assez facilement, et c'est le cas pour Mouse Ritter. Et en même temps ça se comprend assez bien, parce que même équipé d'une armure lourde en dé à coudre, ou d'une flamboyante sucette en guise de massue, quand votre souris elle va croiser le chemin d'un chat, son espérance de vie va chuter très très brutalement. Alors on va pas rentrer dans le détail des règles comme pour les autres jeux d'ailleurs, mais un petit mot quand même sur le système d'inventaire que je trouve très bien pensé, avec ce petit côté jeu de plateau où on doit optimiser nos pièces pour faire rentrer nos armures, nos armes, etc. dans l'inventaire. C'est un système que je trouve vraiment excellent, qui marche parfaitement, et qui me rappelle en plus un petit peu Resident Evil pour ceux qui connaissent, en beaucoup plus léger bien sûr. Et comme pour les encagés, Miro est super bien adapté si vous voulez y jouer en ligne, notamment pour ces petites pièces d'inventaire qu'il va falloir déplacer sur son plateau, mais aussi pour les cases hexagonales qui vont servir de cartes pour le jeu, mais ça on y reviendra plus tard. Alors, il n'y a pas vraiment de scénario dans le livre, par contre, il y a quand même des accroches d'histoire qui sont données dans des tables aléatoires, bien entendu, et que vous pourrez utiliser si vous êtes en manque d'inspiration. Alors, le plus souvent, les souris vont partir à l'aventure pour remplir une mission qu'on vient de leur donner. Ça peut être secourir une colonie souris voisine, enquêter sur la disparition mystérieuse d'un chef de clan ami, ou trouver un trésor légendaire indiqué sur une carte. Concrètement, et comme je l'ai dit un petit peu avant, la carte du monde va être divisée en hexagones, et au début de l'aventure, les PJ vont être placés dans un hexagone en particulier, en général une colonie souris. Et puis, à partir de là, ils vont décider de la direction à prendre pour explorer les hexagones aux alentours. Et chaque hexagone représente un lieu qui contient son lot d'aventures, de dangers, mais aussi possiblement d'alliés et de trésors. Donc si vous voulez jouer à une partie de Mouse Ritter, vaut quand même mieux avoir prévu à l'avance vos hexagones, pour que l'aventure soit à peu près fluide et cohérente, même si bien sûr une grosse part d'improvisation est toujours possible. D'ailleurs, j'ai moi-même créé ma carte avec tout plein d'hexagones remplis de pas mal de petites choses sympas dans lesquelles vous pouvez piocher. Bon, il n'est pas encore fini, mais ça fait quand même une bonne base si vous voulez commencer. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, comme d'habitude c'est sur Google Drive, blablabla, vous connaissez la suite. Et on finit avec les actual play, et il y a pas mal de choses qu'on peut trouver sur les internets, notamment avec Globy Game, encore eux, désolé ils sont trop bons. On a aussi la chaîne Coup Critique, qui est vraiment très agréable à suivre. Et aussi pour faire ma propre partie, je me suis pas mal inspiré d'une série de vidéos de Samuel Zitterman, donc je vous invite vous aussi à regarder, je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, on s'arrête là pour cette première partie de la sélection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou même à me proposer votre propre sélection, ça m'intéresse toujours de découvrir de nouveaux jeux. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie de cette sélection, et d'ici là, salut!